Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer tout de suite par vous donner un aperçu du cours et d'abord vous donner quelques petites informations générales que vous avez peut-être eues avec d'autres professeurs sur la réalisation du master, sur les attentes d'un séminaire de master. Euh, Alors attendez. Juste, j'ai un petit truc à changer là. Voilà. Euh, quand j'aurai fait cette première petite présentation, on fera une pause parce qu'il faut de toute façon aérer la salle. Et à ce moment-là, je ferai un petit tour de table pour vérifier un peu qui n'est pas inscrit. Est-ce que bon, si on reste à ce nombre-là, ça me paraît tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus de gens ou qu'il y ait des gens sous ma direction qui ne soient pas présents aujourd'hui, parce qu'évidemment, euh, comme vous le savez, en principe, les étudiants ou les étudiantes qui font un mémoire avec un directeur doivent suivre le mémoire de leur directeur en priorité. Donc je dois laisser la place aux étudiantes et aux étudiants qui font un mémoire sous ma direction. Alors, tout d'abord, pour le fonctionnement de ce cours, sachez que tous les cours sont enregistrés et mis en ligne sur ce site. Donc, c'est un site personnel, ça n'est pas sur Moodle. Je le fais sur un site personnel, toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais ça fonctionne très bien depuis des années. Je fais ça depuis des années et c'est tout à fait indépendant de l'épidémie de Covid qu'on a connue. Donc, vous allez sur jimdofree.com, enfin philippe-monrep.jimdofree.com, vous tombez sur cette page et là, vous voyez, vous avez une rubrique cours et séminaires. Donc, vous cliquez sur donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici le séminaire de linguistique théorique 2020-2021. Et quand vous cliquez sur accéder aux séances du séminaire, vous tombez sur cette page. Là, évidemment, il n'y a pas de lien encore, mais évidemment, je mets en ligne l'enregistrement et le PowerPoint. Euh, bon, le mardi soir ou le mercredi, en général, donc entre 24 et 48 heures après le cours. D'abord le PowerPoint parce que c'est rapide, l'enregistrement, ça m'oblige à faire toute une manipulation de montage, etc. Plus... Ah bah ça c'est l'année 2020, je sais pas pourquoi, normalement. Oui, enfin bon, c'est pas grave, j'ai dû reprendre la diapositive de l'année dernière. Non, vous avez la même chose pour l'année 2021, évidemment. Euh, mais je me suis trompé, j'ai repris la diapositive de l'année dernière au lieu de mettre celle de cette année. Et donc à chaque fois, vous avez le PowerPoint et l'enregistrement. C'est pour cette raison que j'ai mis tout de suite là, un micro-cravate et que j'enregistre avec le logiciel OBS pour que vous puissiez récupérer le cours si vous l'avez manqué, ou bien si vous voulez réécouter quelque chose, si vous voulez revoir la documentation dans le PowerPoint, je le fais systématiquement. Alors ça me sera utile aussi dans les cas où je serai absent, et ce sera le cas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis en mission à Madrid, et donc je ne pourrai pas assurer le séminaire. Donc je mettrai quelque chose en ligne pour ne pas perdre tout à fait la semaine, mais je mettrai sans doute un PowerPoint sur lequel je reviendrai la semaine suivante. Alors, ce cours est intitulé, il a un double intitulé, il a un intitulé général, c'est un séminaire de linguistique théorique. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par linguistique théorique, parce que c'est une dénomination qui a pour moi un sens quand même assez précis. C'est une certaine façon de faire de la linguistique, assez différente sans doute de la linguistique traditionnelle, tout simplement, pour vous le dire d'une manière simple avant de vous l'expliquer d'une manière un petit peu plus technique, tout simplement parce que c'est une façon de faire de la linguistique qui relie d'autres disciplines. C'est une façon de faire de la linguistique en rapport avec les études littéraires, avec de la philosophie, avec de la psychologie cognitive, avec éventuellement de la sémiotique, de l'anthropologie, etc. etc. Donc on reverra ça tout à l'heure.
pourquoi, quel est l'intérêt d'aborder les choses sous cet angle d'une linguistique théorique. Et cette linguistique théorique, c'est un domaine évidemment très très vaste, donc le champ est ici restreint à ce que j'appelle une introduction à la linguistique analogique ou à la question de l'analogie en linguistique, au problème de l'analogie en linguistique, parce que c'est un problème, si vous voulez, qui est assez peu étudié, en particulier en France, un peu plus aux États-Unis, dans le cadre des linguistiques cognitives, mais disons que ça reste un sujet très, très peu travaillé en France ou en français, si on veut. Et donc, c'est pour cette raison que je vais travailler avec vous sur ce sujet et je vous expliquerai, alors aujourd'hui simplement en quelques instants, ce que j'entends par problématique analogique en linguistique, mais on reverra ça en détail évidemment plus tard. Alors je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce truc là qui s'affiche. Voilà. Donc, c'est un séminaire, donc la différence entre un cours et un séminaire, c'est que les participants au séminaire contribuent en quelque sorte à la recherche qui est menée dans le cadre de ce séminaire. Donc, les projets de recherche sur lesquels vous allez travailler, c'est-à-dire qui correspondent à l'évaluation de ce séminaire, hein, ce sera un travail personnel d'une dizaine de pages à me rendre à la fin du semestre. Alors, je précise aussi, j'ai oublié de le dire, que cette année, pour toutes sortes de raisons, je ne fais le séminaire qu'au premier semestre. Hein. Donc, au deuxième semestre, vous devrez choisir un autre séminaire. Mais comme en général, vous avez moins de séminaires à faire au deuxième semestre, ça ne pose pas trop de problème. Donc, le séminaire, là, je le fais qu'au premier semestre, hein, uniquement au premier semestre. Donc, vous aurez un travail à faire. Comme on est assez peu nombreux, on fera dans la dernière moitié du semestre des exposés. Chacun d'entre vous devra présenter une étape de son travail, même si c'est dans un bref exposé de dizaine de minutes maximum, hein, avant de faire le travail écrit final qui sera évalué. Hein. Mais je tiendrai compte également de l'évaluation de l'exposé. Donc cet exposé, il faudra vous attendre à le faire entre mi-novembre, à partir de mi-novembre, on fera les exposés. Et donc, ce travail écrit, c'est un travail... alors, bon, là, il y a un problème, parce que je ne comprends pas pourquoi il y a encore cette... J'avais pourtant modifié ça. Je ne comprends pas. Là, donc, je dois corriger sur la diapositive. Alors, je suis en train de me demander... Ah, mais oui. Attendez, 20, 21. Mais oui, je ne suis pas sur le bon... Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon PowerPoint, en fait. J'ai repris celui de l'année dernière. Alors, attendez, je vais corriger ça. Voilà, mes cours, ils sont où? C'est pour ça qu'il n'y avait pas les bonnes informations. Alors, cours, où ils sont passés? Là, voilà. Séminaire 21-22. Voilà. Oui, ben voilà, en effet. Bon, ben alors je suis désolé, je reprends donc là à partir du bon PowerPoint. Hein, tout à l'heure, j'avais repris par erreur celui de l'année dernière. Donc là, vous voyez qu'on a bien la liste des cours de cette année, hein, avec donc la première séance le 20 septembre. J'ai apporté cette précision parce que sur le fait que les vidéos en ligne
sont des montages, parce que je coupe évidemment quand on fait des pauses, etc., ou quand il y a des questions, et comme j'ai un micro-cravate, on n'entend pas les questions. Donc en général, les échanges questions-réponses, je les coupe. Je ne garde que le texte, enfin le propos du cours proprement dit. Voilà, donc ça c'est la bonne diapositive. Hein. Désolé, j'ai confondu avec le diaporama de l'année dernière. Donc vous avez un travail personnel à rendre à la fin du semestre. Hein. Donc là, c'est uniquement le 4 janvier 2021. Il n'y a pas donc une note par semestre. Hein. C'est uniquement à la fin du premier semestre. Et ce travail fait environ 15 pages. 10-15 pages, je ne suis pas à quelques pages près, c'est un ordre d'idées. Je vous donnerai des précisions un peu après. Et ce qui est très important, c'est que ce travail, en particulier, je dis ça pour les étudiants de Master 1, parce qu'en principe, les étudiants de Master 2 savent quelles sont ces normes de l'écrit académique français, puisqu'ils ont déjà rédigé un master, un mémoire de master. Donc, je vous le précise simplement pour les étudiants de Master 1. Donc, juste un petit détail là. Faites bien attention quand vous m'envoyez votre fichier de mettre bien le nom, votre nom et séminaire analogie ou linguistique théorique, comme vous voulez. Et puis, bien votre nom et prénom sur la première page, parce que, si vous voulez, si vous m'envoyez un fichier qui s'intitule séminaire, ben, il va se perdre dans mes documents. Hein. Donc, il faut bien mettre... mais ça, faites attention quand vous envoyez un fichier à un professeur, faites attention qu'il y ait toujours votre nom dans le fichier. Hein, c'est très important, votre nom, et puis une indication sur le contenu du fichier. Hein, je reçois toujours des fichiers de travaux personnels d'étudiants qui s'intitulent Travail linguistique. Bon, alors après, moi, je suis obligé de remodifier moi-même le nom du fichier. Voilà, ayez un petit peu de bon sens à ce niveau-là pour rendre des choses qui sont utilisables directement par les professeurs. Alors, pour le mémoire, donc, le master, évidemment, pour le master 1, master 2, vous avez des cours, mais la chose la plus importante de l'année, c'est le mémoire. Hein, c'est ça, la chose la plus importante. Les cours, il n'y a pas tellement d'enjeux pour la validation, c'est relativement facile du moment que vous faites ce qu'on vous demande. Enfin, personne n'a en dessous de la moyenne. Hein. C'est-à-dire, soit il y a des étudiants qui ne rendent pas le travail, tous ceux qui le rendent ont au minimum 10, et quand on met 10, c'est vraiment que le travail est de mauvaise qualité. Hein. La plupart du temps, les gens ont une bonne note dans ces travaux personnels. Bon. Sauf, alors, je préviens, pour les étudiants étrangers, il faut quand même vous faire relire si vous avez des difficultés en français. Hein. Faites-vous relire, faites-vous corriger par un camarade ou quelqu'un qui a une bonne maîtrise du français, parce que ça, évidemment, on ne peut pas accepter des travaux qui sont trop mal écrits en français. Alors, vous devez régulièrement prendre contact avec votre directeur de recherche. Hein. Ce n'est pas le directeur de recherche qui va vous chercher pour dire où vous en êtes. C'est à vous de régulièrement envoyer du travail, demander des rendez-vous. Voilà. Alors, pour ma part, je prends l'occasion du séminaire pour toujours faire un point avec tous les étudiants qui sont sous ma direction pour voir où vous en êtes, savoir si vous avez besoin qu'on en parle le jour du séminaire. Comme c'est en fin de journée, je peux rester après pour discuter, etc. Donc, c'est une façon, si vous voulez, d'avoir une régularité. Le piège le plus grand, si vous voulez, pour les étudiants en master, c'est de se perdre dans des recherches pendant des mois, et puis de ne rien écrire, de ne pas avancer, d'essayer de s'en sortir tout seul, et puis de perdre beaucoup de temps. Alors que vous auriez consulté votre professeur en disant « Bon, ben voilà, j'en suis là, je ne sais pas trop si je dois lire telle chose ou telle autre, est-ce que je dois approfondir tel point ?» Et là, le professeur est là pour vous guider, vous aider à savoir s'il est utile d'aller lire tel livre. Oui, parfois, vous allez passer 3 semaines à lire un livre dont vous n'allez absolument rien retirer, parce qu'il est complètement dans une problématique qui n'a rien à voir avec votre sujet précis. Et
bon, voilà, alors on ne perd jamais de temps à lire des livres, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut quand même penser à la rentabilité de votre travail, parce que ça passe très vite, hein. L'année universitaire, elle passe très vite. Donc il faut vraiment faire le point régulièrement avec votre directeur de recherche sur l'avancement du travail. Donc voilà, vous pouvez évidemment participer au séminaire de recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on vous donne des rendez-vous, soit à la Sorbonne, soit maintenant qu'on a l'habitude par Zoom, si vous n'êtes pas à Paris ou si le professeur n'est pas à Paris. C'est très facile, hein, on discute et puis voilà. Ou alors par mail, tout simplement. Donc, vous avez deux mémoires, un Master 1 et un Master 2, qui visent à produire une réflexion personnelle sur le sujet choisi. Donc, dans certains cas, en Master 1, on peut choisir un sujet dont on sait d'avance qu'on va le développer sur 2 années. Hein. Ce n'est pas une obligation, on peut très bien faire un Master 1 sur un sujet et un Master 2 sur un sujet complètement différent, mais ça peut être intéressant d'approfondir la recherche faite en Master 1. Voilà, c'est ce que je rappelle ici. Le mémoire de Master 1 peut être totalement autonome. Hein. Et puis de même, le Master 2 peut être une étape vers le doctorat. Alors attention pour le doctorat, c'est vraiment... Le problème, c'est que là aussi, il y a énormément de demandes. Et même si vous avez un professeur qui est votre directeur de mémoire en Master 2, il n'est pas certain que votre professeur, je dis ça pour moi, mais c'est vrai aussi pour les autres, hein, pourra continuer à vous suivre en doctorat, parce que malheureusement, on n'est pas assez nombreux, il y a énormément de demandes, et on ne peut pas prendre tout le monde en doctorat. Hein. Donc on prend forcément les étudiants qui ont les meilleurs résultats. On aimerait bien en prendre plus, mais ce n'est pas possible, parce que si vous voulez, quand on a 10 doctorants, déjà c'est énorme. Et on arrive très vite à une dizaine de doctorants. Normalement, dans l'idéal, on devrait en avoir 4 ou 5 maximum. Mais... Enfin bref. Donc l'accès au doctorat n'est pas automatique hein, après le Master 2. C'est ça que je veux vous dire. Tout dépend des places disponibles, en quelque sorte. Hein. C'est tout simplement ça, selon les professeurs. Alors, quelques rappels pour le mémoire. Bon, je suis navré pour les étudiants de Master 2 qui savent tout ça par cœur, mais je le précise quand même d'une manière appuyée pour les étudiants de Master 1. Donc, un mémoire qui peut éventuellement avoir des annexes doit être écrit dans un français soutenu, hein, ce que j'appelle moi français académique. Hein, c'est un français, bon, c'est pas, on ne vous demande pas d'être romancier, mais on vous demande de maîtriser le français argumentatif hein, pour expliquer des notions, etc. Bon, il y a des subdivisions classiques, hein, une introduction, une organisation de chapitre, une conclusion, une bibliographie. Bon, l'index des noms et des notions, c'est mieux si vous le faites, ce n'est pas une obligation absolue, mais il y a certains professeurs qui l'exigent vraiment. Pour ma part, j'apprécie si voilà, vous avez, pour le dire bêtement, vous avez une meilleure note si vous avez ces index. Mais ce n'est pas une obligation, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, bah tant pis. Et puis la table des matières, et éventuellement donc des annexes. On vous demande à chaque moitié d'année ou en fin de semestre un projet de recherche détaillé. Vous avez une sorte de note de validation à la fin du premier semestre. Et puis, alors, en termes de volume, hein, mais là, bon... c'est environ 150 000 signes minimum pour le Master 1 et 250 000 signes environ pour le Master 2. Mais c'est approximatif, tout dépend du sujet. Hein. Il y a des sujets où il y a beaucoup de tableaux, de schémas qui prennent beaucoup plus de place, hein, de pages, et d'autres sujets qui peuvent être très denses, qui n'ont pas besoin d'un nombre de signes important, mais qui peuvent représenter malgré tout un travail tout à fait approfondi et complet. Alors, juste, vous irez voir si ça vous intéresse quelques ressources que vous retrouverez donc sur le PowerPoint que je mettrai en ligne. Donc ça, c'est un article sur la notion de corpus.
Ça, ce sont quelques outils documentaires que vous trouvez sur le site de l'ENS. Alors attendez, je ne sais pas si on peut y accéder là avec... Ouais, non. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas le voir. Donc, tant pis. Vous irez voir vous-même. Ça, c'est sur Sketch Engine. C'est un outil d'analyse de corpus. Là, c'est simplement le résultat, un lien vers une recherche Google avec toutes sortes de conseils pour la rédaction du mémoire. Hein, ça, je ne vais pas vous faire un cours complet là-dessus. Je vais simplement vous donner quelques indications. Mais vous avez en ligne toutes sortes de sites qui vous donnent des conseils pour rédiger un mémoire. C'est très facile de trouver des conseils de ce genre-là. Alors, pour ce qui est des normes de l'écrit académique français, je vous renvoie ici à un texte plus complet dont je fais un peu la synthèse là et que j'ai arrangé pour l'objectif de dans le cadre de ce séminaire. Vous pourrez aller voir, hein, ça vient de l'université de Neuchâtel, je ne sais plus. Donc, c'est assez complet. Mais voilà l'essentiel. Donc, vous avez bien sûr une page titre. Le titre, c'est important de bien choisir le titre. Il n'est pas forcément le même que celui que vous avez mis sur votre feuille d'inscription. On peut l'arranger, le titre. Hein. Très souvent, on donne un titre au départ et il s'affine au bout d'un moment. C'est important de bien choisir le titre qui peut évidemment indiquer la problématique, la question ou la thèse générale du travail. Le sujet, eh bien, vous devez évidemment définir les termes et les notions qui sont utilisés dans le titre, hein, et puis bien réfléchir à quel domaine précis des sciences du langage appartient la recherche que vous menez. Par exemple, dans ces exemples qui sont donnés ici, dire ou ne pas dire je, variation énonciative dans les champs d'honneur de Jean Rouault, c'est un travail qui porte sur la question de la stylistique et de l'énonciation, dans les domaines, qui porte sur les domaines de la stylistique et de l'énonciation. Le deuxième sujet, le communiqué, un genre de discours de l'espace payant des quotidiens, ça relève de l'analyse du discours journalistique, hein, de la théorie des genres, etc. Donc, il faut quand même avoir une idée précise du champ dans lequel, du sous-domaine de la linguistique dans lequel s'inscrit votre travail. Il faut être clair sur les questions de recherche, les hypothèses, etc. Un mémoire, c'est pas comme un dossier documentaire. Hein. Vous ne rassemblez pas des informations sur un sujet. Vous posez une question de recherche, ça n'est pas tout à fait la même chose. Ça vous amène à donner des informations documentaires. Mais il y a des hypothèses de travail qui doivent être posées, hein, clairement. Et vous devez anticiper les réponses possibles à ces hypothèses. Et votre travail de recherche consistera à vérifier si telle hypothèse a été vérifiée ou non. Alors, un point extrêmement important, c'est l'état actuel de la recherche sur votre sujet. Alors, évidemment, surtout si vous êtes en Master 1, vous découvrez une question, c'est une initiation à la recherche. Hein. Donc, vous ne pouvez pas, disons, inventer des choses très personnelles dès le Master 1. Mais quand même, vous allez être amené à synthétiser un certain nombre d'informations. Cette synthèse, elle est personnelle. Et à partir de ces informations, vous allez traiter un sujet sur un certain corpus, sur certains textes, etc., que personne n'a traité auparavant. Donc même si les outils que vous utilisez ne sont pas des outils que vous avez créés vous-même, forcément, hein, vous les utilisez sur des supports nouveaux. Et c'est ça la nouveauté, l'apport original de votre sujet.
Bien. Mais, évidemment, il y a un point extrêmement important sur l'état actuel de la recherche. Il faut vraiment que vous fassiez une recherche bibliographique approfondie, pas seulement en français, hein, en anglais aussi, tout dépend de votre sujet, mais il y a quand même dans les domaines de la linguistique cognitive, en particulier, et même en linguistique en général, hein, beaucoup de ressources sont en anglais. Beaucoup de ressources bibliographiques sont en anglais. Donc c'est un peu embarrassant, mais il faut quand même être habitué à cela et s'entraîner à lire de l'anglais si vous n'êtes pas habitué à le faire, parce que c'est dans notre discipline, c'est vraiment inévitable. Autant dans certains champs, dans certains domaines d'études de la langue française, en stylistique française, etc., c'est peut-être moins indispensable, mais en linguistique théorique, on ne peut pas s'en sortir sans lire les choses en anglais. Et alors, il y a plusieurs moyens, hein, pour acquérir un état actuel de la recherche. Un moyen très simple, très commode, c'est de récupérer des articles récents, 2-3 articles très récents, en rapport direct avec votre sujet. Et ces articles vont eux-mêmes citer toute la bibliographie antérieure. Donc en comparant, mettons, 3 articles très récents sur le sujet, vous allez voir que ces 3 articles se réfèrent tous à des références bibliographiques de base qui sont les choses les plus connues sur le sujet. Et c'est grâce à ça que vous comprendrez que par rapport à votre sujet, ben voilà, ce que tout le monde cite, c'est tel auteur. Eh bien, il faut aller le voir. Par exemple, un exemple tout bête, j'y pense parce que il y a des étudiants de l'année dernière qui sont ici et qui ont travaillé sur le sujet. Vous travaillez sur le symbolisme phonétique, qui est un des sujets phares de la linguistique analogique. Bon, bah, n'importe quel article sur le symbolisme phonétique cite un livre collectif qui s'appelle Sound Symbolism, hein, de Nicole, Soala, etc. Et bon, c'est impossible de passer à côté. Je veux dire, même si, évidemment, on n'a pas traité toute la question en lisant uniquement ce livre, on ne peut pas passer à côté de ce livre. Il est obligatoire puisqu'il est cité par tout le monde. Hein, comme une espèce de... Voilà. Et comment on sait ce qui est connu par tout le monde? Eh bien, encore une fois, en allant trouver des articles récents, plusieurs, hein, pas un seul, parce qu'un seul, évidemment, ça dépend sur quoi vous tombez, mais il faut faire le croisement avec 3, 4 articles très récents. Et ces articles récents, vous les trouvez sur Google Scholar. Hein, vous connaissez tous Google Scholar, non? Bon, sur Google Scholar, vous cherchez, faites des recherches un peu précises, et puis vous trouvez ça. Hein, donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, il faut aussi délimiter le corpus. Hein, ça, c'est important de bien choisir votre corpus par rapport à votre question, mais ça, en général, vous le faites en discutant avec votre directeur de recherche. Disons que vous pouvez soit utiliser des corpus disponibles, soit constituer vous-même des corpus à partir de textes. Hein. Pour ce qui est des méthodes d'analyse, eh bien, ça, évidemment, c'est une conséquence naturelle du sujet. Les méthodes d'analyse ne seront pas du tout les mêmes selon que vous travaillez en stylistique, en linguistique textuelle, en morphosyntaxe, en stylistique, etc. Et puis, évidemment, les niveaux d'analyse sont variables selon votre sujet et selon ce que vous souhaitez privilégier. Alors, pour le plan, je vous conseille une subdivision sous cette forme. Hein. C'est plus, disons, c'est le modèle standard par rapport à grand 1, grand A, etc. Hein. Vous mettez des subdivisions 1, 1, 1, 1. Essayez d'éviter de faire plus que 3 subdivisions, parce qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc vous pouvez faire première partie et la diviser en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, etc. etc. Et faites attention pour la lisibilité du travail que la plus petite subdivision ne fasse pas plus de, disons, 3 pages environ.
C'est-à-dire que pour que la lecture soit facile pour le professeur, il ne faut pas qu'une sous-partie fasse 15 pages, par exemple. Parce que ça fait trop de contenu pour une seule rubrique dans la table des matières. Donc, les plus petites sous-parties doivent faire voilà, environ 3 pages, quoi, maximum. Bon, bien sûr, conclusion, bibliographie, annexe. Les notes en bas de page. Alors, bon, il y a des articles de linguistes hein, sur comment, à quoi servent les notes en bas de page, comment elles sont structurées, etc. etc. Alors, évidemment, les notes sont quand même un indicateur du niveau de sophistication, en principe, quand même, du texte scientifique, enfin du texte académique, disons. Et vous mettez en note des précisions qui gêneraient en quelque sorte la clarté de l'argumentation dans le corps du texte, hein, mais qui donnent un renseignement supplémentaire, une précision, etc., utile. Bon, je n'ai pas d'exemple là. J'aurais pu donner un exemple ou deux, mais enfin bon, on ne va pas faire un cours sur les notes. Simplement, un mémoire qui n'a aucune note en bas de page, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On voit tout de suite, c'est pas normal. Parce que on est toujours obligé de dire, quel que soit le sujet qu'on traite, il y a trop d'informations à traiter en général. Trop d'informations. Donc, c'est pour cette raison qu'on est obligé de recourir aux notes pour hiérarchiser les informations et mettre les informations principales dans le corps du texte et les informations plus secondaires dans les notes. Si vous n'avez pas de notes, c'est que vous n'avez pas assez d'informations pour votre mémoire. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Il ne faut pas vous forcer à mettre des notes, je ne veux pas dire ça, mais c'est quand même un indicateur oui, de précision de l'analyse, de degré d'approfondissement ou de connaissance du sujet traité. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre pour apporter des précisions. Ça peut être des citations qui n'ont pas forcément vocation à être détaillées, analysées en détail. Quand vous donnez une citation dans le corps de votre mémoire, c'est une citation importante pour votre propos que vous commentez. Hein, on ne donne jamais une citation comme ça sans la commenter. Ça, je le précise comme un point de... Mais bon, voilà, c'est évident. Hein, vous ne donnez pas une citation sans la commenter. Quand vous mettez une citation dans une note en bas de page, c'est une citation que vous n'allez pas commenter, justement. Hein, parce que vous aurez dit, ben voilà, je ne sais pas moi, selon un tel... qui considère que, je ne sais pas moi, la sémantique et la pragmatique fusionnent dans un même module, eh bien, voilà, vous continuez votre phrase. Là, vous mettez une note en bas de page et vous mettez voir Langacker et vous mettez les guillemets et vous donnez une citation qui va justifier cette idée d'un rapprochement de la sémantique et de la pragmatique qui n'est pas votre sujet principal, donc vous n'avez pas développé ça, vous n'avez pas entré dans les détails, mais vous montrez quand même que vous avez une source pour affirmer ça. En fait, ça aussi, c'est un point extrêmement important qu'on vous demande, c'est de tout le temps donner les sources de vos réflexions. De ne pas les... Enfin, pour qu'on puisse faire la différence entre ce que vous apportez, vous, en termes de rapprochement entre des idées qui viennent d'horizons différents ou d'auteurs différents, et ce qui vient de sources que vous avez utilisées. Donc il faut vraiment toujours dire d'où viennent les notions que vous utilisez, les idées, les arguments, etc. Alors, c'est pour cette raison donc que vous devez donner des citations et des exemples. Alors,
Pour les citations, donc, vous avez... Alors là aussi, il y a des normes, il y a plusieurs types de normes différents. Alors, c'est vrai que parfois les littéraires n'utilisent pas les mêmes normes que dans les textes plus scientifiques. En linguistique, on utilise ce type de notation. C'est-à-dire, donc, pour un ouvrage ou un article, peu importe, vous mettez le nom de l'auteur, l'année, 2 points et la page. Bon, on trouve des normes avec virgule, la page, etc. Bon, mettez 2 points, comme ça c'est décidé une fois pour toutes, vous vous habituez à faire ça, et vous faites comme ça partout, surtout. C'est-à-dire, ce qui est vraiment très maladroit, c'est de mettre de temps en temps 2 points, de temps en temps une virgule, etc. Mettez 2 points partout, ou si vous y tenez des virgules partout, mais plutôt 2 points. Et ça s'insère de cette façon-là, voyez, hein, à l'intérieur d'un texte. Ou alors à la fin d'une citation. Quand vous mettez une citation qui est décalée, hein, les grandes citations, elles sont toujours décalées. Vous voyez, il y a une différence de traitement dans le mémoire entre les citations qui sont brèves et qui sont intégrées au texte, vous voyez, comme ici, et puis les citations qui sont plus longues et qui sont décalées à gauche. Évidemment, quand vous citez quelque chose, vous pouvez couper des morceaux que vous signalez par des pointillés entre crochets. Je précise bien parce que tous les ans, je vois des mémoires avec des citations en italique. Tout bêtement, parce qu'il y a des pays dans lesquels c'est la norme, mais en France, dans l'écrit académique français, c'est pas du tout ça la norme. Les citations ne sont jamais en italique. Les exemples. Alors là, je vous ai donné un exemple d'un article. Quand on donne des exemples dans un mémoire de linguistique, on les numérote par des chiffres entre parenthèses. Et vous voyez ici, ils sont mis en italique. Ce sont les exemples, ce ne sont pas des citations. Donc on les décale à droite, on les numérote et on les met en italique. Les références bibliographiques, bon, alors là aussi, il y a plein de normes différentes. Bon, je vous donne un exemple d'une norme là, avec auteur, initial de l'auteur, l'année, 2 points, etc. Bon, on peut faire différemment, mais ça c'est pareil. Il faut simplement être régulier. Et là, il y a des normes différentes. Moi, ce que je vous conseille tout bêtement, c'est de prendre exemple. Vous prenez une bibliographie, là je vous ai mis un exemple d'une bibliographie tirée, je pense, de l'information grammaticale du français moderne. Et puis vous la prenez comme modèle. Vous voyez que on met le nom Goldberg à 1995, virgule, etc. Vous prenez une revue connue, par exemple le français moderne, ou une autre, peu importe, langage, ce que vous voulez, et vous servez de ça comme modèle de bibliographie. C'est le moyen le plus simple de ne pas trop se tromper. Bon, vous pouvez mettre des annexes. Là, le texte, il faut éviter qu'il soit trop dense, trop serré. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de mettre un interligne d'1,5. Vous utilisez du times 12, qui est le caractère le plus banal, etc. Mettez des marges un peu, pas trop minuscules non plus. Là, je vous indique 3-4 cm, etc. Alors ensuite, la soutenance du mémoire, elle dure environ une quinzaine de minutes. Ça peut être 10, ça peut être un peu plus de 15. Et en général, mais là aussi ça dépend des professeurs, mais moi je vous demande obligatoirement de présenter un PowerPoint. Présentez votre sujet sur un PowerPoint. Et donc vous situez le sujet dans son contexte, dans votre parcours, éventuellement si c'est pertinent, en particulier si vous êtes en Master 2 et que vous avez déjà fait un travail en Master 1, ça c'est surtout dans ce cas-là. Et puis dans votre soutenance, vous insistez sur les points forts, vous ne racontez pas tout ce que vous avez fait, parce que ce n'est pas possible en 10-15 minutes, mais vous soulignez les résultats et les méthodes,
Et puis, vous indiquez les difficultés que vous avez eues et les approfondissements éventuels. Alors, je vous donne, par exemple, le lien vers le français moderne, qui est une revue, c'est la plus ancienne revue de linguistique française. Vous voyez, les premiers numéros commencent en 1933. Et donc, vous avez, évidemment, il ne faut pas aller chercher les bibliographies dans les numéros de 1930 et 40, parce que les normes étaient différentes, mais vous allez vers les numéros les plus récents qui sont gratuitement accessibles, parce que les tout derniers, évidemment, ne sont pas gratuits, mais je crois que 4 ans, il me semble qu'il y a un délai de 4 ans avant que les numéros soient accessibles gratuitement. Et là, vous trouvez tout ce que vous voulez en termes d'exemples, d'articles. Je veux dire, pour que votre mémoire soit acceptable du point de vue, là je parle uniquement du point de vue formel, prenez tout simplement modèle sur des livres de linguistique, sur des articles de linguistique. Prenez le modèle. Quand vous ne savez pas, dites voilà, comment c'est présenté par les professionnels, et puis vous essayez d'imiter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces points un petit peu généraux, là, déjà? Bien. Alors, monsieur, oui, je vous en prie, allez-y. C'est que si on fait la citation des livres de langue étrangère pour la bibliographie, oui. Est-ce qu'il y a des modèles corrects? Parce que, en fait, je trouve que pour l'auteur différent, quand il utilise le livre de langue étrangère, il le formé de formes différentes. Non, vous voyez là, par exemple, vous avez des références en français, donc les man, les circonstants en question, les man de la préposition à la locution propositionnelle, modèle linguistique, etc. Mais vous avez des références en anglais aussi qui sont présentées exactement de la même façon. Quel que ce soit des références en français, en anglais, en allemand, alors en chinois, je ne sais pas, parce que là, je ne pourrais pas vous dire, mais bon. Oui, c'est le problème. Mais oui, non, mais là, de toute façon, vous pouvez faire comme vous voulez, parce que les Français, ils ne comprennent pas, donc on ne pourra pas vous dire que c'est pas bien. Il va ajouter une traduction de ah oui, alors oui, si c'est possible, oui. Alors oui, bien sûr. Oui, ça c'est une très bonne remarque. En effet, si vous avez des articles en chinois que vous avez utilisés, dans une langue évidemment très... je sais pas, exotique, en coréen, bref, des langues, ou en russe, enfin, des choses qui ne sont pas forcément lisibles, vous les traduisez. L'anglais, on ne traduit pas, parce qu'on part du principe que tout le monde sait parler anglais, sait lire l'anglais. Mais bon, l'allemand, l'espagnol, l'italien, les français, on peut comprendre à peu près. Mais vous voyez, dès qu'on entre dans une langue plus rare, c'est utile, oui, de donner la référence traduite d'abord, et puis vous mettez après la référence d'origine, dans un sens ou dans l'autre. Très bien. Alors, je vais juste vous dire d'abord un tout petit mot de cette notion de linguistique analogique. Ensuite, on fera une pause. Mais par contre, je vous demanderai de sortir pour qu'on ouvre et qu'on aère la salle. C'est ce qu'on nous demande de faire pour les raisons d'hygiène, etc., par rapport à l'épidémie. Donc on va tous sortir, laisser la salle s'aérer 5 minutes, et puis on reviendra après. Alors, mais avant qu'on fasse cette petite pause, je vous dis rapidement quelques mots de ce que j'entends par linguistique analogique, problématique analogique en linguistique. Alors, le point, si vous voulez, le point de passage obligé pour savoir ce qu'on entend par, ce que j'entends par linguistique analogique, c'est d'abord de définir l'analogie. Qu'est-ce que c'est que l'analogie? Alors évidemment, il y a des définitions traditionnelles, des définitions classiques où l'analogie est réduite à une proportion. A est à B, ce que C est à D.
Et cette notion de proportion, elle est évidemment dans une tradition très ancienne, hein, qui vient de la philosophie grecque, hein, je trouve déjà ça chez Platon, et puis après chez Aristote, etc. Mais ce sens de l'analogie est un peu trop restreint, et l'analogie, au sens où je l'entends, est vue comme un processus cognitif général, qui est fondé sur des similarités. Donc en fait, on va parler d'analogie quand on a des choses similaires et que il y a une sorte de processus cognitif qui fait qu'on tend à identifier des choses qui sont similaires. Ces choses qui sont juste similaires, qui se ressemblent, on les traite comme si elles étaient identiques. Et c'est ce processus d'identification que on appellera analogie. Et ça suppose donc, mais ça je vous l'expliquerai en détail plus tard, qu'on fasse une différence, qui est au plan théorique extrêmement importante, entre ressemblance et similarité, par exemple, entre ressemblance ou similarité d'une part, et analogie d'autre part. C'est pas la même chose, similarité, ressemblance et analogie. En gros, similarité ou ressemblance, c'est ce qu'on va décrire ou percevoir dans une première étape, et l'analogie, c'est l'identification à partir de cette similarité. Donc, pour l'instant, je reste assez abstrait, mais je vous donne un petit exemple quand même très rapide sur lequel je reviendrai peut-être, que j'utilise souvent parce qu'il est parlant, puis il est un peu dans l'actualité. Vous savez peut-être qu'un certain nombre de militants de la cause animale utilisent cette expression de holocauste animal. Donc, pour parler des abattoirs, des abattoirs dans lesquels les animaux sont tués pour nourrir la population, eh bien, ils utilisent, ces militants, le terme d'holocauste qui renvoie donc au génocide juif de la Seconde Guerre mondiale. Donc on parle d'holocauste, on trouve dans les textes, dans les affiches, dans toute la propagande développée par ces militants, cette notion d'holocauste animal. Donc, cette notion, évidemment, qui est choquante pour certaines personnes, pas pour d'autres, hein, elle est une analogie. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a une certaine similarité entre ce qui se passe dans les abattoirs et ce qui s'est passé dans les camps d'extermination des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a des ressemblances, hein, c'est-à-dire on tue des êtres vivants en masse, on les transporte dans des véhicules où ils sont entassés, etc. Bref, il y a toutes sortes de ressemblances possibles, de similarités possibles. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de dire qu'il y a des similarités entre les deux situations et de les identifier, de tendre à les identifier, de dire l'abattoir, c'est comme les camps de concentration, ou les camps de concentration. D'ailleurs, ce n'est pas du tout la même chose de dire les camps de concentration, c'est comme les abattoirs, mais ça veut dire justement que là, il y a une asymétrie, mais en tout cas, vous voyez qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une certaine similarité entre les deux situations, mais on n'est pas obligatoirement d'accord pour dire qu'il y a une analogie entre les deux. Hein, c'est-à-dire qu'on fait une identification entre les deux situations. Or, les militants de la cause animale, ils ont besoin de cette identification. La similarité, pour eux, elle est trop faible, elle ne frappe pas assez les esprits. Et c'est pour cette raison, je vous montrerai peut-être ça un jour, dans une séance prochaine, qu'on trouve toutes sortes d'images, et d'images en particulier, qui montrent une espèce de fusion entre ces deux réalités, hein, entre les abattoirs et les camps de concentration, ou plutôt les camps d'extermination. Voilà, donc c'était juste un petit exemple rapide sur lequel je reviendrai sans doute pour vous montrer un peu la différence entre similarité et analogie. Mais c'est une différence sur laquelle on reviendra en détail plus tard. Mais j'y insiste simplement pour vous dire qu'on entend analogie ici dans un sens un peu particulier. Hein. Il me semble, moi, que la notion d'analogie n'a pas été en linguistique... c'est une notion classique en linguistique. Hein, on verra, on trouve ça chez Saussure, par exemple.
mais toujours dans le même sens, de proportion, etc. Hein, et il y a quelque chose de beaucoup plus vaste dans la notion d'analogie que ce qu'on entend habituellement. Tout au moins, c'est l'idée que j'essaye de défendre. Alors, ensuite, quand on a défini l'analogie de cette façon-là, on peut distinguer en linguistique plusieurs grands types d'analogies. Donc, des analogies entre des signifiants, par exemple les rimes, les paronomases, toutes sortes de jeux qui sont fondés sur les similarités entre les signifiants. Les analogies entre les contenus, ou entre les signifiés, entre les significations. Par exemple, la polysémie, la synonymie, la métaphore sont des similarités qui portent sur des notions ou des situations. Et puis l'analogie entre forme et sens, ou entre forme et contenu, qu'on appelle l'iconicité. Il y a aussi la métaphore conceptuelle, le symbolisme phonétique, etc. Là, c'est la forme qui est porteuse elle-même d'un contenu de signification. Donc, c'est d'une manière très très grossière une division entre trois grands types d'analogies pour ce qui concerne, quand on applique l'analogie, au champ linguistique. Mais on verra que, évidemment, nous on ne s'intéresse qu'à l'application de l'analogie à la linguistique, mais l'analogie, c'est un processus cognitif humain très général qui a des implications sur beaucoup d'autres choses que le langage. Mais évidemment, nous, on fait de la linguistique, donc on se concentre sur la question du langage. Voilà, alors, je vous propose donc là qu'on fasse une pause et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième partie dans laquelle je vous expliquerai le point de vue de la linguistique théorique. Alors, je vais donc reprendre sur la notion, donc, comme prévu, de linguistique théorique. Puisque donc, ce séminaire est intitulé Introduction à la linguistique théorique. Alors, traditionnellement, on oppose la linguistique théorique à deux autres, alors je n'ose pas dire branches, mais deux autres perspectives, disons, en linguistique, qui sont la linguistique descriptive et la linguistique appliquée. Et en réalité, ce sont des perspectives différentes, mais qui ont une interrelation assumée, affirmée, comme vous le voyez ici dans cette citation d'un linguiste assez connu qui s'appelle Holiday, une citation déjà ancienne, vous voyez, 62, une description du langage, une description du langage, si elle doit être pratique, doit être basée sur une théorie générale. Donc, vous voyez, ça fait le lien entre la linguistique appliquée et la linguistique générale. Une théorie du langage, si elle doit être en rapport avec la réalité, doit être testée dans la description des langues. Donc ça, c'est le lien entre linguistique théorique et linguistique descriptive. Et puis, il n'y a pas de clivage entre la linguistique pure et la linguistique appliquée. Au contraire, chacune nourrit nourrit les autres, enfin, elles se nourrissent les unes les autres. Donc, ce sont trois perspectives qui vont être en relation, mais qu'il faut quand même distinguer. Alors, d'abord la linguistique théorique. Je vais évidemment être un peu plus complet sur la linguistique théorique et je vous parlerai très rapidement de la linguistique appliquée et de la linguistique descriptive, simplement, enfin, beaucoup plus rapidement en comparaison. Alors, le livre qu'on peut donner, enfin l'indication en termes d'émergence qui est la plus précoce, disons, c'est ce livre de John Lyons, qui est un livre, une sorte de manuel de linguistique pour les étudiants, Introduction to Theoretical Linguistics, dont la première édition date de 68, et voyez, où vous avez linguistique théorique dans le titre, Introduction à la linguistique théorique. Donc, si vous voulez, c'est le même titre que celui de mon séminaire, mais vous allez voir, ce ne sera pas du tout le même contenu. Alors, voici comment Lyons, dans un texte ultérieur, j'ai pris ici un article qui date de 81, donc qui est beaucoup plus tardif que la première édition de ce livre. Voici comment il définit, disons, il décrit la linguistique théorique.
La linguistique théorique étudie le langage et les langues dans la perspective de construire une théorie de leur structure et de leur fonction. Hein. Donc, on voit bien le lien entre linguistique théorique et théorie. Hein. On construit une théorie des structures et des fonctions du langage. Mais sans trop s'intéresser aux applications pratiques hein, que l'investigation du langage et des langues peuvent avoir. Donc, on s'intéresse à la façon de construire une théorie de la structure et des fonctions du langage. Tandis que la linguistique appliquée s'intéresse à l'application des concepts et des découvertes de la linguistique à une variété de tâches pratiques, dont l'apprentissage des langues. Alors, ça, vous voyez, on retrouve ici hein, linguistique descriptive, linguistique appliquée, linguistique théorique. Et l'idée ici consiste à dire que la linguistique théorique va s'intéresser aux théories du langage. Hein. C'est un peu disons, ce qui tombe sous le sens, ce qui semble le plus évident. Si on parle de linguistique théorique, on va s'intéresser à la théorie des langues, à la théorie des structures et des fonctions des langues. Bon. Alors, est-ce que c'est exactement cela, la linguistique théorique? On va voir, même selon Lyons, hein, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais avant de vous montrer un peu la table des matières de ce livre qui va nous permettre de constater que, au fond, ce beau programme de dire qu'on va étudier les théories qu'on construit pour rendre compte des structures des langues dans la linguistique théorique, pour montrer donc que ce programme n'est pas du tout rempli dans cette introduction, je voudrais juste vous faire remarquer que la traduction française de ce livre de John Lyons eh bien, a fait disparaître hein, du titre la notion de linguistique théorique. Vous voyez qu'on a traduit Introduction to Theoretical Linguistics par linguistique générale. Et on a mis dans le sous-titre la notion de linguistique théorique. Pourquoi? Probablement parce que cette notion de linguistique théorique aurait été mal comprise en France à cette époque, et que la notion de linguistique générale était plus disons, habituelle, notamment sous l'influence du cours de linguistique générale de Saussure. Alors en revanche, chez Guillaume, et c'est un auteur dont je vous parlerai un petit peu ce semestre, on a là aussi une notion de linguistique théorique qui apparaît, mais là qui est pleinement assumée. Hein, on verra qu'on trouve chez Guillaume une véritable réflexion sur ce que c'est qu'une théorie en linguistique. Et là, ce titre, Principe de linguistique théorique, c'est un livre qui est fait à partir d'un recueil d'inédits, enfin un recueil de leçons données par Guillaume à l'École pratique des hautes études. Si vous voulez, il existe, je ne sais pas si vous connaissez un peu cet auteur, est-ce que certaines d'entre vous ont déjà eu des cours ou ont déjà entendu parler de Gustave Guillaume, par simple curiosité? Non, personne. Ah, si, quand même. Oui, mais c'est moi qui vous en ai parlé déjà. Bon, d'accord, donc ça compte pas, en fait. Donc, vous voyez, c'est terrible parce que la Sorbonne a été pendant très longtemps un lieu où la linguistique guillaumienne s'enseignait beaucoup, un des grands lieux en France où on l'enseignait, et ça se perd un peu. Bon, c'est un des plus grands linguistes français du XXe siècle, hein, avec à la hauteur de Benveniste, si vous voulez. Benveniste et Gustave Guillaume. Mais évidemment, Benveniste est beaucoup plus connu que Gustave Guillaume, pour des raisons diverses, notamment parce que la linguistique de Guillaume est difficile d'accès, un peu technique, etc. Alors que Benveniste est plus lisible directement parce qu'il n'a pas une grande théorie générale, justement, on va y revenir tout à l'heure. Mais il y a évidemment des tas de choses absolument essentielles et passionnantes chez Benveniste, mais on n'a pas une linguistique théorique chez Benveniste, justement. Alors que chez Guillaume, oui, on a une linguistique théorique, et Guillaume était un universitaire un peu marginal, dont on a recueilli les leçons
qu'il a données, enfin je veux dire, on a récupéré les notes, ses notes de cours, hein, quand il faisait cours à l'école pratique des hautes études. Et il y a une vingtaine de livres qui ont été publiés à partir de ces leçons. Et là, ça, c'est un petit recueil de quelques-unes des leçons sur des sujets, des leçons qui forment un peu un tout, sur des sujets qui couvrent beaucoup de domaines de la linguistique. Et donc, ce recueil est un très bon outil pour un très bon livre pour s'initier un peu à la linguistique guillaumienne. Hein. C'est vraiment un très très bon livre. Bien. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la perspective, la question de la théorie chez Gustave Guillaume. Mais vous voyez ça, c'est la table des matières du livre donc de Lyons, Introduction à la linguistique théorique. Et qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, tout simplement que le terme même de théorie n'apparaît même pas dans la table des matières. Et c'est quoi cette table des matières? C'est la table des matières de n'importe quel livre de linguistique, n'importe quelle introduction de linguistique. Hein. Vous avez une partie très générale sur qu'est-ce que c'est que la linguistique, l'étude scientifique du langage, une partie sur de notions, syntagme, paradigme, substance et forme, encore donc une partie un peu générale sur les structures du langage, et puis une partie sur phonétique-phonologie, intitulée Les sons du langage, les grands principes de la grammaire, les unités grammaticales, phrases, morphèmes, mots, etc., la structure grammaticale avec les constituants immédiats, etc., les catégories grammaticales, déictique, nombre, cas, temps, mode, aspect. Bon, bref, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on n'a pas du tout une perspective particulièrement théorique ici. Je veux dire, on a une description des notions de base de la linguistique. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la linguistique théorique à partir de ce manuel. Alors, on peut peut-être essayer de regarder dans une revue qui s'intitule justement Theoretical Linguistics, qui est une revue qui date, qui est déjà ancienne, hein, puisque le premier numéro est de 1974. Et voyez ce que dit dans l'éditorial du premier numéro Helmut Schnelle, qui a donc rédigé cet éditorial, et qui définit un peu la linguistique théorique. Donc, la linguistique théorique, elle s'intéresse au développement des théories sur les aspects généraux de langue particulière ou du langage et de ses usages en général, et aussi, donc aussi bien que, et aussi à la discussion sur l'analyse de la forme, du scope, de la portée, disons, et de l'applicabilité des théories. Et donc ça, c'est comme ça que la linguistique théorique est définie, donc le développement de théories, hein, la question des théories dans le langage, dans les descriptions du langage. Et donc, cette linguistique théorique, vous voyez, elle est contrastée, elle est présentée comme étant contrastée avec une autre partie de la linguistique qui s'intéresse plus à l'expérimentation, au test et à l'application. À partir donc d'hypothèses empiriques particulières sur les structures du langage, éventuellement fondées sur des jugements introspectifs ou des jugements observables, donc à partir de corpus par exemple. Hein, quand on parle d'observables ici, sous-entendu, ce sont des corpus. Bien, donc, et encore une fois, il rappelle qu'il y a un lien entre ces deux aspects plutôt descriptifs et théoriques de la linguistique. Bon, le problème, malgré cette déclaration, ce début de citation-là, qui a l'air de dire quelque chose d'intéressant sur la question des théories, c'est que quand on regarde un peu les articles qui sont publiés, ce sont des articles qui seraient publiés dans n'importe quelle autre revue de linguistique. Hein. C'est simplement on ne voit pas bien ce qu'il y a de particulièrement théorique dans, dans le contenu, dans les publications diffusées par cette revue. Donc, c'est
ce rapide aperçu à la fois sur cette revue Theoretical Linguistics et sur le livre de Lyons vise à vous montrer qu'on a beau parler de linguistique théorique, on ne parle pas de quelque chose de très spécifique en parlant de linguistique théorique en réalité, la plupart du temps. On parle de linguistique, quoi. On pourrait dire linguistique tout court. Dans ces cas-là, linguistique théorique, ça équivaut à linguistique tout court. Alors voyons quand même rapidement le contraste avec la linguistique descriptive et la linguistique appliquée. Bon, vous voyez, en 1955, Gleason présente la linguistique descriptive comme étant quelque chose d'un peu nouveau. Hein. Une approche a reçu une certaine attention, peu d'attention jusqu'à très récemment. La linguistique descriptive, la discipline qui étudie les langues en termes de leur structure interne, hein, qui étudie donc les structures internes des langues. Bon, c'est pas très détaillé, mais bon, on a ici simplement l'idée qu'on va s'intéresser à une langue, plus une autre langue, etc. C'est un peu ce qu'indique ce schéma, vous voyez. Quand on fait de la linguistique descriptive, on va décrire une langue 1, une langue B, une langue C, etc. On va décrire toutes sortes de langues, éventuellement des nouvelles langues, hein, puisque ce schéma, je l'emprunte à un article qui porte sur les nouvelles langues. C'est là qu'on va éventuellement avoir des indications typologiques sur les comparaisons entre les langues. Et surtout, ce schéma est intéressant parce qu'il permet de faire la différence entre la linguistique générale et la linguistique théorique. La linguistique générale, c'est en fait, elle est constituée de généralisations descriptives. La linguistique générale ou la linguistique typologique, hein, on parlait tout à l'heure de Sonia Cristofaro qui est spécialiste de ce domaine ici, c'est de la linguistique qui est faite à partir de la description de plusieurs langues pour essayer d'effectuer des généralisations et de regrouper des langues en fonction de propriétés communes. Par exemple, je ne sais pas moi, l'ordre sujet-verbe-objet qui est dans certaines langues, dans d'autres c'est sujet-objet-verbe, enfin, SVO, SOV, etc. Bon, donc on a, mais je veux dire, pour faire ce genre d'observation, de généralisation, on généralise à partir de descriptions. Mais on n'est pas, cette approche est tout à fait différente de l'approche théorique, donc de l'idée d'une théorie générale du langage, qui, elle, va être fondée sur autre chose que simplement la description linguistique. Elle va être fondée sur toutes sortes d'autres arguments qui vont être peut-être des arguments de nature cognitive, logique, etc., qui ne sont pas forcément, qui ne viennent pas du tout de la linguistique, au sens de la linguistique descriptive. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. La linguistique théorique, sa particularité, c'est justement qu'elle va chercher des informations ailleurs que simplement par la description des langues. Description des langues au sens de description linguistique. Bon, sur la linguistique appliquée, je passe, hein, vous irez voir si ça vous intéresse. La linguistique appliquée, il y a une association internationale qui s'intitule AILA. C'est assez curieux, ça mérite d'être mentionné parce que vous voyez, c'est un acronyme français en fait. C'est une association internationale, mais qui s'appelle AILA, Association internationale de linguistique appliquée, alors que bon, n'importe quelle autre association, elle devrait être nommée IAAL, hein, International Association of Applied Linguistics. Bon, là, il se trouve qu'elle a gardé l'acronyme français, tout simplement parce que c'est une association qui a été fondée en France dans les années 60, et donc s'intéresse principalement, la linguistique appliquée, c'est principalement aujourd'hui hein, le domaine de l'apprentissage des langues étrangères, de la planification linguistique, etc. Hein. D'ailleurs, ce qu'on englobe dans le champ de ce qu'on appelle parfois le français langue étrangère. Enfin, pour le français, hein, mais ça peut être l'anglais langue étrangère. Donc c'est pour cette raison qu'ici, le master s'appelle Master de linguistique française appliquée, hein, puisque c'est dans la perspective de la linguistique appliquée, pas de la didactique des mots. Bon, mais je passe. Alors, maintenant, il faudrait voir un petit peu dans le détail ce que ça signifierait de dire que la linguistique théorique
c'est vraiment une analyse des théories linguistiques. Ce que je vous ai montré jusque-là, c'est simplement que quand on va regarder de près ce que des auteurs nomment linguistique théorique, on ne trouve pas du tout une véritable analyse des théories linguistiques. Ensuite, il y a la question de la linguistique théorique comme style de linguistique qui propose des théories. C'est comme ça qu'on pourrait comprendre. Une linguistique théorique, ce serait un genre de linguistique qui propose des théories, alors que d'autres linguistes, eux, proposent par exemple que des descriptions et pas des théories. D'accord? Donc, ce premier point-là, de concevoir la linguistique théorique comme une analyse des théories linguistiques, débouche sur l'idée que tous les linguistes ne font pas de la linguistique théorique. Il y a des linguistes qui font de la linguistique descriptive. Bon. Mais, justement, la théorie guillaumienne, théorie de Gustave Guillaume, elle, c'est vraiment une linguistique théorique. Et puis, le dernier point que je vous montrerai la prochaine fois, c'est donc l'idée de la linguistique théorique comme une espèce d'observatoire généraliste, c'est-à-dire comme une linguistique extrêmement générale qui utilise les données de la linguistique descriptive ou de la linguistique appliquée, mais qui aussi utilise les données de la psychologie cognitive, des études littéraires, de la philosophie du langage, etc. etc. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure. Mais je vois qu'il est déjà 19h. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous rappelle que donc, la semaine prochaine, on n'a pas de séminaire. Je mettrai un document que vous pourrez lire si vous le souhaitez sur le site du cours. Et on se retrouve donc dans 15 jours. Merci de votre attention. Donc.